Mesdames et messieurs, ce que vous allez voir est tout simplement inédit. Face à Darius Rochebin sur LCI, Alexandre Orlov, ancien ambassadeur de Russie en France, a littéralement détruit la propagande occidentale. Calme, précis et implacable, il démonte point par point les accusations, retourne les arguments et ridiculise les postures guerrières de l'Europe. Drone en Pologne, un simple accident, gonflé par la paranoïa occidentale. OTAN en Ukraine, une provocation ridicule qui viole toutes les conditions de paix. L'Europe, impuissante, hystérique, incapable de décider par elle-même. Les vrais maîtres du jeu sont Washington et Moscou, pas Paris, Berlin ou Bruxelles. Orlov rappelle que la Russie n'a aucun intérêt à attaquer l'Europe, qu'elle a respecté les accords de Minsk et que ce sont les Occidentaux qui ont saboté la paix. Il rappelle aussi une vérité glaçante. Pendant que Macron et consorts s'agitent, ils passeront, mais Poutine, lui, sera encore là en 2030. Un choc diplomatique, une leçon d'histoire et une humiliation médiatique pour Darius Rochebin. Restez bien jusqu'au bout, vous allez voir comment un diplomate expérimenté peut pulvériser la propagande en direct. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et de partager autour de vous. Ça aide énormément la chaîne à grandir et ça permet de continuer à dévoiler ce que les médias traditionnels vous cachent. Alexandre Orlov, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diplomate, ambassadeur russe, ancien ambassadeur en France. Vous êtes une des figures de la diplomatie russe comme le ministre Lavrov. D'abord, l'explication de la Russie sur ce qui s'est passé. On a entendu tous les spécialistes, y compris militaires, dire 19 drones. 19 drones, c'est pas un ou deux ou trois. Est-ce que ça peut être une erreur ? Oui, c'était une erreur. C'était c'était un accident. C'était une entrée accidentelle dans l'espace aérien de Pologne. D'ailleurs, notre ministère de la Défense a averti tout de suite les Polonais que la Pologne n'est pas visée par ces drones. Et en même temps, ils ont dit « Nous sommes prêts à répondre à vos questions si vous les en avez ». C'est-à-dire on a été tout à fait constructif et je crois que c'était accidentel. Est-ce que ça veut dire que vous présentez vos excuses à la Pologne ? Bon, écoutez, j'ai des excuses. Il faut voir, c'est pas moi qui va présenter les excuses, mais je crois qu'on a déjà démontré par notre attitude que nous n'avons rien contre les Polonais, que c'était un accident et que nous sommes prêts à expliquer pourquoi il s'est passé et clore ce chapitre. Alexandre, vous n'avez pas répondu. La Russie n'a pas présenté d'excuses à ma connaissance. Non, pour le moment, elle n'a pas présenté les excuses, mais écoutez, ça peut arriver n'importe qui, vu la situation et les circonstances. Ah oui. Pas tout à fait. 19 drones sur un pays souverain ? Si. Ces drones, je crois qu'elle était partie pour attaquer l'Ukraine, puisque cette nuit-là, on a bombardé quelques usines d'armement dans l'ouest de l'Ukraine, et ça faisait partie de cette attaque. Monsieur l'ambassadeur, vous savez très bien à quel point très peu de gens vous croient en Europe de l'Ouest. Le sentiment général est que vous provoquez, dans le meilleur des cas, voire même vous testez, et vous testez de manière militaire, jusqu'au niveau, disons, juste en dessous de la confrontation, de manière extrêmement dangereuse. Quand le chancelier d'Allemagne, la première puissance démographique économique de l'Europe, au cœur de la nuit, est averti en catastrophe pour dire des drones russes sont en train de s'avancer vers l'Europe de l'Ouest, est-ce que vous mesurez la gravité de ce que ça représente ? Je crois que oui, je vois la gravité, mais je peux vous dire, ça arrive puisque vous, les Européens, depuis quelque temps, vous vivez dans une paranoïa en attendant une soi-disant attaque russe. Mais elle a lieu. La Russie n'a aucun intérêt à attaquer. Vous connaissez la fameuse formule, même les paranoïaques ont des ennemis. Là, en l'occurrence, oui, justement. a lieu. Ils sont arrivés, peut-être. Et si jusqu'à maintenant, on n'est pas arrivé à la paix en Ukraine, c'est à cause de l'Europe qui ne veut pas la paix, qui cherche la guerre. Regardez, pas toute l'Europe. Il y a 3 pays, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Ce sont les pays qui ont des problèmes à l'intérieur. Et vous savez, il y a un adage vieux comme le monde. Si on n'arrive pas à mettre de l'ordre dans sa maison, on cherche un ennemi extérieur. On a trouvé la Russie. Mais la Russie, les gens en Russie sont des gens rationnels. Pourquoi attaquer l'Europe ? Quel est notre intérêt ? Aucun. Alexandre Orlov, je suis obligé de vous rappeler qu'avant l'attaque contre l'Ukraine, les officiels russes disaient la même chose. Ils disaient « nous n'attaquerons pas », ils ont attaqué. Tout à fait. Et les officiels russes ont tout fait pour éviter cette attaque. Vous savez que nous avons signé les accords de Minsk qui prévoyaient justement la solution des problèmes pour les Russes et russophones qui vivaient à l'est de l'Ukraine. On a attendu 8 ans.
Rien n'a été fait, bien que la France et l'Allemagne étaient garants de ce traité. Alexandre Orlov, vous savez combien les Européens de l'Ouest contestent la version que vous venez de donner. Quoi qu'il en soit, on va entendre les deux hypothèses dans quelques instants. Restez avec nous, et vous aussi qui nous suivez, restez avec nous, puisqu'il y a l'hypothèse de la guerre. Il y a aussi l'hypothèse des négociations. Je rappelle que sur cette antenne même, le président de la République a tendu la main à Vladimir Poutine, puisqu'il dit qu'il peut parler à Vladimir Poutine. On va parler des deux hypothèses, celle de la paix et celle de la guerre, dans un instant. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Les événements marchent très vite à l'est de l'Europe. La France dépêche 3 rafales dans le ciel polonais pour être prêt face à la Russie. Un seuil est franchi avec ce branle-bas de combat, en particulier dans cette région de l'Europe. La Pologne perd une partie de son espace aérien. Idem pour l'Estonie. Elle dépêche 40 000 soldats à sa frontière bordant la Russie, la Biélorussie. Toute l'Europe fait face à l'urgence. On entendait tout à l'heure la patronne de la diplomatie européenne, monsieur l'ambassadeur Alexandre Orlov, vous représentez la Russie. Elle disait: nous sommes en 1938. C'est la déclaration très alarmée de l'Union européenne, disant: nous sommes juste avant le risque de la guerre. Moi, je ne dirais jamais ça. Non. C'est vous qui le dites. C'est Kaja Kallas qui le dit en l'occurrence. Vous savez que Kallas, elle est bien connue puisqu'il connaît très mal l'histoire. Hein. C'est une fille assez incompétente. Hein. Il ne faut pas faire croire à Kallas quand il parle de quelque chose. Hein. Avouons, monsieur l'ambassadeur, si vous permettez quand même, puisque vous l'attaquez, oui. Elle a ses positions, vous avez les vôtres qui ne sont pas les mêmes, mais l'Estonie a été victime de l'Union soviétique et des Allemands d'ailleurs aussi, à un degré important. Donc l'histoire, ils la connaissent. Oui, mais la Russie a été victime de l'Estonie au XIIIe siècle. Vous savez, vous avez vu peut-être le film Alexandre Nevsky. C'est l'ordre teutonique qui est venu en Russie conquérir mon pays et qui a été battu. Alors si on revient dans l'histoire, on trouvera toujours parmi les voisins que quelqu'un a attaqué l'autre. Alexandre Orlov, c'est pas sérieux. Hein. Aujourd'hui, l'histoire, on voit bien comment dans cette région de l'Europe, elle n'est pas réglée, qu'on soit d'un parti ou de l'autre. Ici en Europe de l'Ouest, on a l'impression que l'histoire des guerres est passée. Pas de ce côté-là de l'Europe. Quand on a le sentiment que Vladimir Poutine veut restaurer l'espace soviétique, que répondre à ça? Écoutez, l'histoire, c'est avant tout la volonté politique. Ce que je vois, que du côté des Européens, certains Européens, il y a une volonté politique de faire la guerre à la Russie. Qui? La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Regardez tous ces paroles bellicistes, toutes les réunions qui se tiennent à Paris, à Londres ou en Allemagne pour former cette coalition, etc., etc. Écoutez, il faut penser à la paix. Nous avons proposé de faire la paix. Lors de nos rencontres, il y a eu des délégations russes et ukrainiennes qui se sont rencontrées en Turquie, en Istanbul, 2 fois. On a échangé les propositions. Les Ukrainiens ont rejeté nos propositions. Alexandre Orlov, pourquoi en avez-vous peur? La France, vous avez raison, veut envoyer des troupes au sol. Mais ce sont des troupes de réassurance, pardon. Ce ne sont pas des troupes de combat. Ce sont des troupes qui seraient là pour garantir la paix au cas où vous attaqueriez à nouveau. Et je m'empresse de dire, vous pourriez avoir vos troupes de réassurance. De votre côté, vous avez le droit d'avoir vos Chinois, vos Coréens du Nord. Pourquoi les Ukrainiens n'auraient-ils pas le droit d'avoir en soutien à la paix des Français, des Anglais ou autres? Pourquoi? Non, parce que d'abord, ce sont les troupes des États qui ont déclaré la guerre à la Russie. Deuxièmement, ce sont les troupes de l'OTAN. Et vous savez très bien... Là, c'est faux, on ne peut pas dire ça. La France n'a pas déclaré la guerre à la Russie. A lancé cette opération militaire contre l'Ukraine. Une des raisons principales était justement cette intégration latente de l'Ukraine dans l'OTAN. Et vous voulez maintenant, comme garantie de sécurité, nous proposer de mettre vos forces armées en Ukraine contre nous. Quoi qu'il en soit. C'est ridicule. Vous savez, moi je pense que malheureusement, les dirigeants actuels européens, ils connaissent très mal l'histoire comme Kallas. Il faut regarder ce qui s'est passé dans les années 70, 80, quand on a construit en Europe une architecture de la défense qui a garanti la sécurité pendant 20-30 ans. Si vous voulez... Pour arriver à la paix en Ukraine, il y a 2 volets. D'abord, il y a le volet territorial que nous allons régler avec l'Ukraine et les Américains.
Et puis, il y a l'autre volet des garanties de sécurité. Pardon. Vous avez dit les Américains. Est-ce que ça veut dire que pour vous, les Européens sont exclus ? Exclus, là, entièrement. Juste sur ce point, attendez, je vous laisse continuer. Laissez-moi mais juste sur ce point, qu'on comprenne bien, Alexandre Orlov. Mais qu'est-ce que les Européens vont faire autour de cette table de négociation ? Il y a l'Ukraine, il y a les États-Unis, qui est la grande puissance, qui est le chef de l'OTAN, qui décide. De toute façon, regardez tous ces leaders européens. Vous les avez vus dans le bureau ovale de Trump ? Alors, c'est Trump qui décide. Dans cette même émission, Alexandre Orlov, avec ceux qui laissez-moi décident, encore vous pas poser une avec question. Les autres. Emmanuel Macron vous a tendu la main dans cette émission. Il était notre invité le mois passé. Et il tend aussi le rameau d'olivier. Laissez-moi finir ma question. Laissez-moi finir ma question, si vous permettez. Il dit, oui, je suis prêt à rencontrer Vladimir Poutine. Il dit même, il n'est pas question d'exécuter pour l'instant le mandat de la Cour pénale internationale. Donc il fait un geste en votre direction en disant, nous pouvons parler. Mais c'est ridicule. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Vous pensez que Poutine ne va pas voiser en écoutant ça ? Mais Macron ne décide rien. L'Europe ne décide rien. Dans les questions de la paix et de la guerre, il y a les États-Unis et la Russie. Deux grands pays responsables. Et là, nous voyons heureusement que les Américains ne veulent pas la guerre. Et toutes ces histoires autour des forces de réassurance et le reste, ça ne se fera jamais. Parce que les Américains vont dire non. Si vous les déployez, on risque une guerre. Et nous ne voulons pas de guerre. Alexandre Orlov, voilà, si les choses vont se passer comme ça. Avouez franchement, vous avez l'air quand même très inquiet qu'il y ait des troupes au sol françaises ou Angleterre. Ça veut bien dire que ce n'est pas quantité négligeable pour vous. Non, pas du tout. On n'est pas inquiet de leur présence. Vous avez l'air quand même. Mais c'est une question de principe. Nous avons dit, une des conditions de la paix avec l'Ukraine, c'est que l'Ukraine ne soit pas membre de l'OTAN. Et maintenant, vous voulez installer des troupes de l'OTAN en Ukraine contre la Russie. L'Ukraine est souveraine, elle peut accueillir qui elle veut sur son sol. Très bien, mais nous nous sentons menacés. Si vous voulez ne pas sentir être menacé, il faut alors évoquer toutes les raisons qui vous ont poussé à lancer cette opération. Est-ce que vous faites le contraire. Est-ce que vous croyez que des fils seront renoués ? Il faut avouer d'ailleurs qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore. Pas demain. Jacques Chirac était très proche de vous. Mais Jacques Chirac, c'était différent quand même. On ne peut pas comparer la génération actuelle française avec Jacques Chirac. Les Allemands étaient très proches de vous. Madame Merkel a acheté votre gaz en quantité phénoménale. Voilà. Est-ce que ce temps-là, selon vous, peut revenir ? Qu'on s'en inquiète ou qu'on s'en réjouisse ? Sûrement, ce temps va revenir un jour, mais je ne pense pas avec l'élite actuelle. Bon, de toute façon, Macron va partir dans 2 ans, Van der Leyen dans 3 ans, ils vont tous partir. Et Poutine sera encore président en 2030. 2030. Un mot sur l'histoire. Vous faites partie, Alexandre Orlov, de ces gens qui ont grandi sous l'Union soviétique, qui ont vu 1989, 1991, la Russie s'était enrichie, la Russie avait évolué. Tous ceux qui se rendaient en Russie dans ces années-là ont vu que malgré les périodes très difficiles, petit à petit, voilà. Pourquoi partir dans cette aventure ? Si vous regardez le temps long, je finis ma question. Quand on voit ces images où vous êtes à côté de la dictature chinoise, des Coréens du Nord, est-ce que parfois vous avez le doute vous-même en vous disant, au lieu de cela, vous pourriez être au G8 à côté des dirigeants avec lesquels vous traitiez naguère ? De quelle aventure vous parlez ? Vous dites que est-ce que vous voulez partir dans cette aventure ? Je vous ai déjà dit, la Russie n'a aucune intention d'attaquer l'Europe. Aucune. C'est vrai que nous avons, comme vous d'ailleurs, profité de la détente. Mais si on analyse ce qui s'est passé depuis 3 ans, depuis toutes ces sanctions, c'est l'Europe qui a souffert plus que la Russie. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Vous fanfaronnez un peu. Regardez, vous fanfaronnez un peu. L'économique allemand. Il y a des difficultés là-bas, vous avez raison. Regardez le cours du pétrole. Le cours du pétrole, là, c'est d'ailleurs M. Trump. M. Trump vous fait une mauvaise affaire. Tout va bien, il n'y a aucun problème. Oui, vous vous rayez. Alexandre Orlov, chacun ses problèmes et chacun sa croix. Vous avez raison de dire, la France n'est pas très flambarde en matière de budget, mais regardez le cours du pétrole, regardez les difficultés que vous avez. Et là, c'est M. Trump qui réussit à vous briser un peu les reins. Écoutez, nous vendons notre pays à d'autres pays. Moins cher, beaucoup moins cher. L'Europe occidentale, ce n'est pas le monde, c'est une petite partie du monde. Regardez un peu l'atlas, la carte géographique. Regardez ce qui s'est passé en Chine, où la moitié de la population a été représentée.
et qui ont été tout à fait contents de développer les relations avec la Russie. Vous n'avez aucune nostalgie, Alexandre Orlov, vous faites partie de ces Russes, de ces dirigeants russes. Je finis ma question. Attendez, vous avez une question avant de répondre. Attendez, ne faites pas Georges Marchais. Chacun vient avec ses questions et ses réponses. Bah, j'ai connu Georges Marchais. Oui, oui. J'ai pas nostalgie de lui, mais c'était un homme bien. Alors, finissez, laissez-moi quand même finir la question. Est-ce que vous n'avez aucune nostalgie? Vous faites partie de ces dirigeants russes qui ont traité, encore une fois, avec Chirac, vous étiez très bien traité par l'Europe de l'Ouest. Peut-être qu'il y a des responsabilités de part et d'autre, mais vous avez les vôtres. Non, nous, justement, on a eu d'autres dirigeants. Les dirigeants de l'Europe de l'Ouest qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale. La grande différence avec l'élite actuelle, c'est que Macron et compagnie, ils ont appris la guerre par les manuels d'histoire. Et j'ai vu les manuels d'histoire à l'école française, puisque mes enfants y vont. On n'apprend rien. Tandis que Chirac, j'ai connu bien Valéry Giscard d'Estaing. Il m'a raconté que le 8 mai 1945, il était au bord d'un char en Allemagne. Ils ont connu la guerre. C'est pour ça qu'avec eux, on a pu trouver la paix. Alexandre Pas avec Orlov, les actuels. confrontation des points de vue. En tout cas, pendant ce temps en Pologne, il y a une grande inquiétude à votre égard, avec ce que vous avez fait pour l'instant en Pologne. On va se rendre sur place. Merci, monsieur l'ambassadeur. Avec Thomas Misraki, vous êtes en direct à Varsovie ce soir. Varsovie,